Dieu, ont vu, ont cru le voir. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus assister à cette table ronde. Merci aux invités qui sont là, qui vont avoir l'occasion de se présenter, de présenter leur activité et leur travail. Le thème de la table ronde aujourd'hui s'intitule donc musique de film, production et édition, état des lieux et perspectives. L'idée en fait c'est de parler des conditions de production de la musique de film aujourd'hui et dans le futur. Et quand on parle de conditions, on parle à la fois de conditions budgétaires, donc de combien ça coûte, comment on monte un budget de musique de film, mais aussi des conditions artistiques, c'est-à-dire comment on fabrique une musique de film, avec quels moyens, quels outils. Pourquoi on a eu cette idée? C'est parce qu'en fait, voilà, c'est un métier en constante évolution qui est confronté à des nouvelles donnes, à des nouvelles problématiques. Pour lesquels on cherche toujours des solutions, on est toujours en chemin, voilà, on est tous des professionnels de ce milieu. Il y a aussi clairement, même si on ne va pas être là pour se plaindre en continu, il y a quand même des menaces sur nos conditions de travail en général. Je parle des compositeurs, mais pas que nous. Et puis je dirais, il y a peut-être aussi une certaine méconnaissance de ce travail, de comment on fabrique la musique de film, combien ça coûte, pourquoi, comment on s'y prend, quel est le processus. Je pense que ça sera un moyen aussi de faire un petit peu le tour des questions qui vont autour de ça. Alors, sont présents à cette table, on va dire 3 corps de métier en gros, c'est-à-dire des réalisateurs. Ils vont se présenter, vous aurez l'occasion de voir, ils vous diront ce qu'ils font, des compositeurs de musique à l'image et un éditeur-producteur. Voilà. Nous avons aussi dans l'assistance des gens qui travaillent dans ce milieu, notamment un régisseur qui s'appelle Xavier Ferrand, qui doit être par là, et aussi un autre compositeur qui s'appelle Gérard Cohen-Canugi. Je pense que les professionnels qui sont là auront l'occasion de se signaler et de prendre la parole. On va d'abord poser une question générale à tout le monde, et bien entendu, il y aura des questions, etc. Et à la fin, il y aura un petit cocktail. Alors, donc j'ai une petite question générale à vous tous, qui est, en gros, quel est votre vécu, quelle est votre impression générale des conditions de production de la musique de film aujourd'hui et aussi de son évolution? Je vous demanderai donc, l'un après l'autre, de vous présenter et de dire un petit peu votre première réponse globale à cette question. Anne, est-ce que tu veux prendre le micro? Bonjour, donc moi je suis Anne-Zine Justin, réalisatrice. Je fais essentiellement de la fiction, je développe un long de fiction et un documentaire en parallèle. J'ai fait plusieurs cours dont Olivier a fait la musique. Je suis aussi membre de la Société des réalisateurs de films, dont j'ai fait partie du conseil d'administration. Donc voilà, on est aussi très impliqués au nom de la SRF sur la défense de l'existence de la création de musique originale. Personnellement, alors j'ai plutôt eu des expériences positives. Donc moi, je vais plutôt commencer sur quelque chose de positif. J'ai eu la chance avec Olivier de pouvoir développer de la musique en amont, c'est-à-dire avoir les moyens et en temps et en financier de construire la musique du film avant le tournage. Ce qui se fait de moins en moins, et je pense que c'est totalement indispensable. J'ai bien conscience que pour une autre expérience que j'ai eue sans Olivier, que de plus en plus la musique est la 5e roue du carrosse, et c'est s'il reste de l'argent à la fin de la post-prod, alors à ce moment-là, tout étant terminé, on pensera à la musique, on verra ce qu'on en fait. Ce qui n'a absolument aucun sens pour moi, on en discutait tout à l'heure, une musique ne peut pas être construite sur un montage abouti, enfin terminé et bouclé, une musique se conçoit en même temps que le développement des images. Voilà, ce qu'on a pu faire avec Olivier et ce qui est le seul moyen de construire un film. Alors Éric Debègue. Merci. Alors je pense que je suis le seul éditeur autour de cette table. Moi, je suis donc Éric Debègue, je suis éditeur et producteur de musique à l'image pour la société Crystal Publishing. On travaille en coopération, en collaboration, en amitié avec un certain nombre de compositeurs, donc pour les accompagner justement dans tout le travail de la relation avec la production jusqu'à la livraison de la musique. On essaye d'apporter des solutions tant financières que
en apport en industrie, juridique et autres. En tout cas, on est là pour accompagner d'une part les compositeurs et d'autre part les réalisateurs et les producteurs, de manière à ce que tout ça se fasse dans une bonne intelligence, justement, et on essaye de trouver des solutions à certaines problématiques, comme disait Anne tout à l'heure, notamment pour faire en sorte que le compositeur soit intégré beaucoup plus en amont dans le projet, et non pas comme la dernière roue du carrosse, puisque il ne faut pas oublier que juridiquement, le compositeur est un des auteurs du film. Hein. Ça, c'est la loi, le droit. Et que malheureusement, c'est souvent peu perçu comme ça. Donc, on essaye de remettre un peu les choses en ordre de ce côté-là, avec notre énergie et nos moyens. Voilà, en tout cas, c'est le combat qu'on mène en permanence. Olivier ? Bonjour, Olivier Kalman, je suis compositeur et pianiste. Je suis également ici en tant que membre du conseil d'administration de l'UCMF, qui est l'Union des compositeurs de musique de film, que je représente donc aujourd'hui et au long du festival. Concernant ta question, Pierre-André, donc effectivement, il y a des questions budgétaires qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre. Des questions de spécialisation également, travailler pour la télévision, pour le cinéma, pour des séries, pour de la fiction. C'est des métiers différents, c'est des métiers très spécialisés, de plus en plus spécialisés sur les conditions de production et sur les modes même pour un compositeur dans son studio de travailler ou d'envisager la régie d'orchestre. Voilà, c'est vraiment des choses très spécialisées. Et puis quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui se maintenant généralise complètement, c'est qu'on est de plus en plus producteur exécutif. Donc c'est-à-dire que le compositeur aujourd'hui, la plupart du temps, très souvent, on lui confie un budget et on lui demande d'être autonome sur tous les aspects de ce budget et de fournir une musique qui correspond à ce que souhaite le réalisateur et le producteur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est incontournable et très important. Jean-Michel ? Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Jean-Michel Bernard. Un petit peu comme Olivier, je suis pianiste, c'est mon premier instrument, donc je continue à faire des concerts et compositeur. Je travaille plutôt dans le cinéma, j'étais connu plutôt pour mon travail avec Michel Gondry et différents réalisateurs comme Étienne Châtilliez ou Francis Weber, Martin Scorsese, etc. J'ai également le poste de professeur de musique à l'image au conservatoire du nouveau conservatoire de Paris dans le 12e arrondissement depuis le mois d'octobre dernier. C'est une nouvelle classe dans un conservatoire tout neuf et je suis très concerné par l'enseignement et surtout la protection et l'aide des jeunes compositeurs. Comme je dis toujours, j'essaie de leur apprendre à manger en fait pour sortir de la classe et c'est assez nouveau puisqu'il y a quand même peu de classes pour l'instant concernant l'enseignement de la musique de film. Je ne suis pas là pour leur apprendre la musique, ils ont tous déjà un niveau élevé. Mais je suis là pour leur faire bénéficier de disons, mon expérience et puis parce que c'est un réel désir d'aider tout simplement. Donc je pense que vous allez certainement poser des questions et je serai là pour y répondre. Bonjour, Jérôme Rossi. Alors moi je suis compositeur depuis une quinzaine d'années pour l'image. Je suis également pianiste et enseignant-chercheur en fait à l'université de Nantes. Je suis un peu cumulard parce que j'ai aussi fondé une société de post-production dans le son avec mon ami Lionel Guenoun. Donc c'est aussi un regard assez important parce que on nous confie en fait des projets où on s'occupe de toute la post-production son depuis le montage, bruitage, post-synchronisation, musique et mixage. Et là du coup la musique est complètement intégrée au processus en fait de post-production. Et il y a un certain nombre comme ça de packages de post-production qu'on peut proposer. Voilà. Sinon, concernant la situation de la musique de film, j'ai l'impression, enfin moi je manie pas les gros budgets, je pense de Jean-Michel Bernard, pardon, mais voilà, moi sinon dans ma pratique, je reste quand même sur des petits budgets. J'ai l'impression qu'on est toujours assez proche quand même d'une forme d'artisanat. Voilà, moi ma manière de m'en sortir et d'avoir des petites formations instrumentales, c'est de recourir en fait à ma casquette d'enseignant-chercheur en employant quelques étudiants qui sont ravis de se prêter au jeu, mais c'est pas forcément très pérenne pour le marché de la musique de film et des jeunes musiciens. Dominique, oui. Bonjour, je suis réalisateur et vice-président du SNAC, du Syndicat national des auteurs-compositeurs. Alors,
à cette table, nous avons 2 vice-présidents, parce que Pierre-André Attané est vice-président du groupement Musique à l'image et je suis moi-même vice-président du groupement audiovisuel. Il y a une raison à cela, c'est que le SNAC, qui a été créé en 1946 par Jean Cocteau et Henri Janson, a regroupé 5 grandes organisations de l'époque pour fonder un syndicat multidisciplinaire, pluridisciplinaire, où 1200 auteurs se côtoient aujourd'hui dans différents groupements, hein, que ce soit la littérature, que ce soit la bande dessinée, que ce soit la musique à l'image, les variétés, la musique contemporaine, j'en oublie. Et à titre de réalisateur, pour rejoindre ce qu'a dit Hanzine à l'instant, j'ai toujours fait composer mes musiques en amont des tournages. Alors, non pas essentiellement pour sécuriser les budgets, hein, qui sont toujours la portion congrue au moment de la post-production, mais par choix artistique. Alors, je sais qu'on aura peut-être un débat sur l'esthétique de la musique de film. Je sais que certains compositeurs préfèrent composer une fois que le pré-montage ou que les premières images ont été tournées. Certains réalisateurs préfèrent s'inspirer de la musique pour pouvoir entamer leur tournage. Je suis de cela. Voilà. Bon, je vous remercie de ce tour de table déjà. Alors, je vais poser une question justement aux réalisateurs par rapport à la musique en général. Dans vos rapports avec les productions, donc Anne et Dominique, comment ça se passe pour budgétiser une musique? Est-ce que c'est compliqué et pourquoi souvent on se retrouve avec des difficultés de ce côté-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quand vous montez votre film et votre budget, etc., qu'est-ce qu'on dit de la musique en général? Alors, là, pour le coup, il n'y a pas de réponse unique. La SACEM, heureusement, aide un certain nombre de films. Donc, pour l'un des films que j'ai fait avec Olivier, nous avons eu l'aide de la SACEM. À partir de là, le budget de la musique de film était établi d'avance, indépendamment du budget du film, très en amont, puisque c'était au niveau du scénario, donc avant même la prépa de tournage. Et donc, la question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'on avait un budget de musique à ce moment-là et qui ne pouvait en aucun cas repartir sur le budget du film. Il n'y avait pas de porosité entre les deux budgets. Après, j'ai vécu aussi la situation inverse, hein, où c'était, n'ayant pas eu d'aide spécifique sur la musique, c'était le budget du film qui finançait la musique. Et là, c'est plus compliqué. Ça dépend. C'est compliqué parce que c'est un équilibre qui se joue au moment de la post-production, pour le coup. C'est-à-dire qu'au moment de la post-production, on voit où on en est et on voit ce qui va être attribué à la musique. Autrement dit, il n'y a pas eu de budget mis de côté préalablement pour la musique. Et donc, on fait un peu plus avec les conditions qu'on a. Et donc, on ne peut véritablement agir qu'au moment où on sait quel est notre budget, et donc assez tardivement. Je voudrais faire le distinguo entre mes travaux à la télévision et mon travail au cinéma. À la télévision, c'est l'éditeur du film, en l'occurrence Gérard Cohen-Tanuji, qui a pris en charge le budget de fabrication de cette musique, tout en sachant que sa part de rétribution serait celle de la SACEM au moment de la répartition des droits à la diffusion. Pour ce qui est du cinéma, bon, donc là c'était au niveau de la production, ça m'échappait complètement. Pour ce qui est de mon travail au cinéma, hein, c'est-à-dire 5 courts-métrages et un long-métrage documentaire, c'est toujours dans le même cas de figure, la production du film, c'est-à-dire en l'occurrence moi, Jérôme Rossi a parlé d'artisanat, je suis un artisan, qui a pris en charge la fabrication. Et pour le long métrage, alors là encore, mais on y reviendra parce qu'il y a eu un orchestre symphonique, je sais que tu souhaites revenir à ce sujet, c'est le budget de production de cette musique symphonique a été coproduite par l'éditeur, par le producteur, c'est-à-dire en l'occurrence moi, et par l'orchestre qui a assumé sa propre part de coproduction. Mais qu'effectivement, on peut parler, comme l'a dit Hanzine, à chaque fois de cas particuliers. Voilà. Alors,
Alors c'est vrai que visiblement, il y a, mais ça on le sait tous, hein, il y a des montages très très différents hein, dans les rapports, enfin dans la façon dont se monte la production, notamment les rapports entre les productions et les compositeurs, parce que les compositeurs, soit ils sont juste auteurs, mais ils sont parfois auteurs-éditeurs, parfois auteurs, éditeurs et producteurs. Et donc, effectivement, les montages de... Alors, je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce milieu, sont assez divers. Je vous suggère d'interréagir hein, si vous avez, par rapport à cette histoire de montage. Je vais m'adresser maintenant aux compositeurs. Vous, votre sentiment par rapport à la production de vos musiques, quel genre d'obstacles vous rencontrez? Est-ce qu'on peut en parler comme ça globalement? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de moins en moins d'argent? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus compliqué? Voilà, comment ça se passe? Olivier, tu veux prendre la parole? Je ne trahirai pas un secret en disant qu'il y a de moins en moins d'argent. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Après, il n'y a pas des cas de figure. Chaque film est unique et chaque budget et chaque montage est unique. Moi, je travaille quasiment exclusivement avec des instrumentistes, parce que c'est mon plaisir de compositeur, de musicien, et que j'écris beaucoup pour le concert, et que ça soit pour orchestre ou que ça soit pour violoncelle et guimbarde, n'y change rien, je préfère ça, mais ça c'est mon choix artistique personnel, donc c'est pas possible sur tous les films, déjà. Et puis ensuite, on a tous des moyens de production personnels, même sans parler de budget de film, enfin de budget musique de film, qui sont différents. On travaille tous de manière très différente. Donc, à titre personnel, je pense qu'effectivement, les budgets ont un peu baissé et qu'il y a des... J'ai fait pas mal de documentaires, par exemple. Il y a une limite, en fait, en deçà de laquelle on peut plus travailler dans certaines conditions. Et je pense qu'on les a atteints. Donc ça, c'est dans un certain nombre de cas, c'est vrai, oui. Voilà. Après, heureusement, on a un certain nombre en France de possibilités d'aide. La SACEM joue son rôle, très clairement. J'ai fait plusieurs années partie de la commission à la MFC qui attribue pour les courts-métrages des aides à la musique de film. On voit beaucoup de projets très qualitatifs arriver, c'est parfois même très difficile de choisir. Ces aides-là ont été remis à plat de manière nationale parce qu'il y avait un peu des disparités, mais en tout cas ça fonctionne bien, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Et puis il y a d'autres aides, évidemment le CNC qui joue également son rôle et c'est une très bonne chose également. Alors Jean-Michel, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Tu es le plus prestigieux d'entre nous, les compositeurs ici, puisque tu as vraiment un parcours remarquable. Tu ferais quoi comme constat actuellement sur la façon dont ça se passe pour la musique? Oui, je ne peux que rejoindre Olivier. Alors c'est vrai que dans les budgets du cinéma ne sont pas les mêmes que ceux des courts-métrages et des fictions télé, évidemment. J'ai toujours été producteur exécutif depuis le début, en fait, puisque d'abord j'ai toujours eu un studio d'enregistrement, vraiment depuis très longtemps, qui s'est agrandi au fur et à mesure jusqu'à devenir aujourd'hui un studio qui certes reste mon studio, mais qui est un studio qui me permet, si je veux faire un mixage en 5.1, de le faire sans aucun problème. Alors, je dis ça parce que ça me permet, par exemple, je vais vous donner des exemples assez précis. L'année dernière, j'ai fait un film de Fanny Ardant qui s'appelle Cadence obstinée, qui était un très petit film. Et donc, le budget de la musique était extrêmement faible, correspondait à peu près au budget d'une fiction pour la télé, mais le problème n'était pas là pour moi. C'est d'abord que c'était la deuxième fois qu'on travaillait ensemble avec Fanny, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et donc, je ne me suis pas posé la question. Il se trouve que de toute façon, elle ne voulait pas d'orchestre, donc ça facilitait pas mal la chose. Donc, en fait, j'ai tout produit. J'avais un budget, donc je lui ai livré un produit terminé avec mixage en 5.1, avec les stems, etc. Quand je fais un film pour Michel Gondry, comme, je sais pas, par exemple, La Science des rêves au hasard, donc là, j'ai tout fait tout seul, puisque en plus, comme je suis donc producteur, compositeur, orchestrateur, et là, j'avais même imprimé les partitions moi-même à l'époque, puisque voilà, on a eu une aide d'ailleurs du Fonds d'action SACEM à l'époque. Et voilà. Bon, quand je fais un film pour Francis Weber, alors là, c'est le jackpot, puisqu'évidemment, Francis ne veut pas beaucoup de musique pour son film, et il y a un budget très important. Pour L'Emmerdeur, qui pourtant n'a pas été un succès, le budget du film était de 26 millions d'euros. Donc, il est évident que le budget de la musique était très important. J'ai très bien gagné ma vie,
ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai eu l'orchestre que je voulais. Et voilà, mais c'est un cas relativement rare. Peut-être celui qui se rapprocherait le plus, c'est Bienvenue à bord il y a 2 ans, où c'était une grosse comédie populaire, où là il y a un budget important, d'autant plus qu'il y avait besoin d'avoir beaucoup d'enregistrements pendant le tournage. Donc voilà. Un autre film américain comme Soyez sympa rembobiné, enfin franco-américain. Là, c'était un peu différent puisqu'il y avait 3 scores en un. Il y avait la première partie qu'on enregistrait à New York dans les studios de Philip Glass. Donc c'était la partie petit orchestre rhythm and blues. La partie piano que j'ai enregistrée concernant Fats Waller et le score d'orchestre qui était enregistré à Paris. Donc je ne peux pas dire qu'il y a eu un très gros budget pour ce film-là. La production a bien voulu faire des efforts à un moment donné. Mais bon, voilà. Donc, en fait, suivant les projets, là, le dernier, en l'occurrence, c'est Ange et Gabriel, qui est une coproduction avec TF1 et UGC, qui sortira à la fin de l'année, est une comédie romantique avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Donc, il y avait un budget qui était pas énorme. C'était aux alentours de 45-50 000 euros. Je suis un grand défenseur des enregistrements en France. François Actard, je pense que vous me connaissez, vous le savez. Je ne vais pas enregistrer dans les pays de l'Est. Et là, je me suis fait plaisir en allant enregistrer à Abbey Road, voilà, parce que ça me faisait tout simplement plaisir. Et voilà, mais enfin, les gens avec qui je travaille en France sont remarquables et évidemment, j'en suis très content. Concernant d'une part les besoins financiers, de toute façon, j'ai aussi un commentaire très simple, explicite, et je le dis partout et je l'assume et je le partage, c'est qu'on n'est pas un pays de musiciens. On est un pays littéraire. Donc à partir du moment où on n'est pas un pays de musiciens, la musique est toujours un peu reléguée. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas la musique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des grands musiciens ou qu'on n'en a pas, naturellement. Mais il s'avère quand même que par rapport à tous les pays européens autour de nous, de toute façon, il y a un respect du musicien et de la musique qui est nettement plus élevé. En Italie, on vous appelle maestro, quoi que vous fassiez, que vous soyez bon ou mauvais. Et en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais ça veut dire que les gens du cinéma, donc, ont toujours cette frayeur par rapport aux musiciens, aux compositeurs, puisqu'on a un peu, j'allais citer Michel Audiard, puissance de feu d'un mini porte-avions des flingues de concours quand on fait de la musique, puisque la musique est quelque chose qui a une puissance absolument inouïe, elle existe par elle-même. Le problème, c'est d'arriver à s'intégrer dans le milieu du cinéma, dans quelque chose où on va rajouter en plus une personnalité particulière qui peut changer tout dans un film, on le sait tous. Et c'est bien ça qui inquiète aussi les réalisateurs. Les producteurs, ça dépend lesquels, parce qu'il y en a qui soit ne mettent pas trop leur nez dedans, le mettent quand éventuellement il y a un problème. Et la plupart du temps, on en parlait tout à l'heure, évidemment, la plupart, on essaie d'être... Enfin, on essaie... L'idéal, c'est qu'on soit consulté en amont du film. Ce qui me fait dire que à l'époque d'émergence, l'université d'été du cinéma international, dont Elisabeth Depardieu est la directrice artistique, à chaque fois qu'on posait la question aux jeunes réalisateurs concernant la musique, invariablement, il y avait 95% des cas où ils disaient « Ah ben, j'y ai pas pensé, on verra ça plus tard, naturellement ». Donc on ne leur demande pas de s'en occuper tout de suite, mais au moins d'avoir une petite pensée en se disant c'est un atout supplémentaire. Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le problème. Les moyens baissent, mais il y a toujours moyen de faire des choses. Effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui peuvent faire quelque chose de super dans leur cuisine. Et puis, il y en a qui ont des orchestres de 80 musiciens et qui font de la merde. C'est aussi simple que ça. Jérôme, oui, on pourra demander à nos amis réalisateurs de réagir peut-être sur cette histoire de tradition française par rapport à la musique, mais je vais demander d'abord à Jérôme de... Non, mais je voulais y aller de mon petit exemple aussi. Oui. Surtout, je voulais reprendre l'idée que j'ai dit tout à l'heure de mon association avec un ami ingénieur du son. Par exemple, pour un documentaire pour Canal+, l'année dernière qui s'appelait Le Soldat méconnu, on avait en fait à gérer tout un pack de post-production. On avait dealé comme ça avec la boîte de production 30 000 € pour tout faire, en fait, le montage son, le sound design, le mixage et la musique. Donc après, comme ça, on s'était mis d'accord en fait entre nous deux, enfin Lionel et puis moi, ce que je prenais aussi. Voilà, donc c'était relativement confortable. J'avais pu faire appel comme ça à un quatuor à cordes, un guitariste et voilà, oui, c'est ça, un guitariste électrique et un quatuor à cordes
pour ce documentaire. Bon. Donc c'était des conditions finalement pas trop mauvaises. Et en temps, ça nous avait pris 1 mois et demi de travail. Toi, ton impression par rapport à dans ta trajectoire de compositeur, ça évolue comment pour toi la production? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile J'ai l'impression qu'en étant intégré dans une structure un petit peu plus grosse que le seul compositeur, producteur exécutif, comme disait Olivier, moi, clairement, ça me sécurise un petit peu aussi dans mon discours avec les producteurs. Ça permet de leur de négocier des choses plus intéressantes. Alors, je vais me tourner vers Eric. Eric, tu as une position assez particulière, je dirais, dans le paysage, parce que tu as d'abord une certaine philosophie de travail, tu vas peut-être nous en parler. Et puis, tu es donc, toi, dans l'édition et la production, si j'ai bien compris, de musique de film. Donc, quel est ton sentiment, toi, général, sur tout ça? Alors c'est vrai que nous on est un peu, on est très atypique par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans nos métiers, c'est-à-dire éditeur, on met tout et rien dedans, puisque beaucoup de producteurs se disent éditeurs, beaucoup d'éditeurs se disent aussi des éditeurs de musique de film, et c'est pas forcément le même métier. Pour moi, il y a 5 catégories d'éditeurs si on s'amusait à les classer. Et je pense que la difficulté, en tout cas, sur lesquelles doivent se battre aussi les compositeurs, et en tout cas, moi je me bats avec eux à leur côté à ce niveau-là, c'est que les droits d'édition appartiennent avant tout aux auteurs-compositeurs. Et aujourd'hui, la perversité de tout ça, c'est qu'ils sont souvent spoliés de leurs droits, et du coup, c'est à cause de ça que les budgets diminuent aussi. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs audiovisuels pensent qu'à partir du moment où ils donnent 10 000 € de commande d'écriture, ils ont le droit de récupérer les éditions, et que c'est un dû pour eux, et que c'est une manière de récupérer de l'argent sur la musique. Mais est-ce qu'ils récupèrent de l'argent sur les auteurs, sur les comédiens? Je veux dire, non. Donc, à un moment donné, il ne faut pas que ce soit le compositeur qui soit spolié de ses droits pour pouvoir contrebalancer un déficit sur la production de leur film. Et aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas une baisse de budget, c'est une baisse de comportement surtout. Moi, je trouve il y a une vraie dérive dans le comportement des producteurs. J'ai entendu parfois des choses qui sont aberrantes, mais quand vous allez négocier la musique d'un film, donc on parlait de budgets différents, donc ça va de 10 000 € à 400, 500 000 €, enfin même des fois sûrement plus. Pas en France en tout cas, mais à l'étranger. Quand on voit où là le producteur chipote, vous dites 10 000, non, par rapport à ce que tu me demandes, c'est pas possible, il faut au moins mettre 5 000 de plus, et que là il vous prend les éditions et tout, et qu'en contrepartie il est prêt à payer 50 000 € une synchro qui va durer 30 secondes dans la musique, dans le film, et qu'ils prennent les éditions parce qu'il vous dit oui mais tu comprends, il faut bien que je récupère mon budget sur la synchro. En gros c'est les droits d'auteur du compositeur qui va servir à payer le budget global de la musique, et ça je l'ai déjà entendu. Donc aujourd'hui il y a une vraie dérive, en tout cas dans les métiers déjà, parce qu'un producteur il est pas éditeur, c'est un métier d'être éditeur. Il y a des devoirs. On a des devoirs vis-à-vis de nos auteurs, d'abord de faire un métier, parce que c'est un vrai métier. Il y a un métier de dépôt, il y a un métier de tracking, mais il y a un métier de faire vivre l'œuvre. Donc on est les représentants d'une certaine manière de nos auteurs. Donc il y a cette dérive-là, et c'est ça qui tire les choses, à mon sens, vers le bas. Et je pense que déjà, il faudrait remettre à niveau un peu tous les métiers. Et voilà, pour moi ça commence déjà là. Et nous, quand on vient avec un compositeur travailler sur une musique de film, on apporte des moyens, c'est-à-dire qu'on vient apporter des moyens financiers, des moyens humains évidemment, mais des moyens aussi, on fait de l'apport en industrie, on apporte du budget complémentaire à nos compositeurs. Donc du coup ça redonne un budget à peu près décent, un peu plus décent en tout cas par rapport aux besoins du film, et surtout ça permet aux compositeurs de travailler de manière plus à l'aise, on va dire. Voilà. Alors, tu veux prendre la parole? Vas-y. J'aurais juste voulu répondre sur le fait que nous soyons un pays littéraire et pas un pays de musiciens. Je suis totalement d'accord. Et je pense qu'effectivement, culturellement, quand on pense film, on ne pense pas spontanément musique. On pense image, on pense son, on ne pense pas musique. C'est culturel. Et c'est vrai aussi, alors je ne sais pas si des réalisateurs ont peur de ce qu'apporte la musique, c'est une question ouverte, ça je ne peux pas répondre pour d'autres que pour moi-même, ce n'est pas mon cas, mais je pense que la musique apporte une autre voix V-O-I-X, une voix, c'est-à-dire vraiment un autre auteur, et que
on doit en tenir compte. C'est-à-dire qu'on peut pas, la musique ne peut pas être conçue comme je sais pas, un habillage ou n'importe quoi. C'est une voix supplémentaire qu'on apporte et avec laquelle on va travailler et qui va modifier en profondeur le propos et l'esthétique du film. Donc on ne peut concevoir pour moi une musique intéressante que si on prend ça en compte très tôt. Mais je trouve ça passionnant, parce que c'est passionnant de voir quand on part, nous, surtout en France, on est beaucoup auteurs-réalisateurs, donc on a déjà écrit, on va réaliser. C'est passionnant qu'à un moment donné arrivent des collaborateurs, il y en a beaucoup d'autres, on ne va pas parler parce que ce n'est pas le sujet, mais etc., apporte aussi quelque chose. Mais déjà, la voix du compositeur qui va venir s'unir à la nôtre pour une création commune, trouver un terrain d'entente, mais enrichir et apporter quelque chose de nouveau. Et moi, je pense que c'est ça quand même l'essence de la musique, de la composition de musique de film. Olivier, Olivier voulait... Oui, je vais juste compléter et puis après rebondir sur ce que disait Eric. Effectivement, il y a beaucoup de cas de figure sur ce que disait Anne et on aime souvent, en tant que compositeur, on aime souvent travailler assez tôt dans le processus, parfois sur le scénario. Il y a beaucoup de compositeurs qui aiment ça, en tout cas moi j'en fais partie, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un cas de figure, il arrive qu'on arrive très tardivement dans le processus, c'est très courant, et puis parfois qu'on ait la chance effectivement de travailler sur le scénario, comme j'ai pu le faire avec Hanzine Justin, et c'était un vrai bonheur de ce point de vue-là. Pour rebondir sur ce que disait Eric, effectivement, il n'a pas cité les 5 topologies d'éditeurs, mais c'est vrai qu'on parle d'édition musicale. L'édition musicale, c'est quelque chose de très riche, c'est très complexe. Par contre, il y a un point commun, c'est la promotion d'un répertoire sous toutes ses formes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un souci qui est récurrent et constant maintenant, même sur les toutes petites productions. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un producteur de documentaire qui me propose un budget pour un documentaire correct, permettant de travailler, mais qui me demande même pas qui prend l'édition. Je lui dis non, tu prends pas l'édition, ou alors tu rallonges. Est-ce que tu peux vite fait expliquer ce que c'est que l'édition coercitive forcée, oui. Alors l'édition coercitive consiste, mais en fait Eric l'a très bien expliqué, il a juste pas nommé le terme, mais il s'agit pour un producteur d'un retour sur investissement, c'est-à-dire de prendre une part des droits au compositeur sans faire un travail d'éditeur derrière. Donc il prend les droits d'édition et souvent en donnant comme argument, qui est évidemment un argument faux, fallacieux et malhonnête, que sinon ces droits sont perdus. Évidemment, ces droits ne sont pas perdus. Comme s'ils étaient acquis d'avance. Comme s'ils étaient acquis d'avance, ou comme si la SACEM allait les garder. Mais non, la SACEM fait bien son travail, et cet argent revient au compositeur s'il a tous ses droits, et si c'est pas édité, ou s'il est lui-même éditeur. Voilà. Donc, on arrive à des situations complètement ubuesques, où de plus en plus de compositeurs créent leur propre boîte d'édition, de manière à être co-éditeurs, de manière à récupérer un retour sur investissement sur la récupération du retour sur investissement. Donc ça devient assez problématique. Et puis effectivement, on est c'est la négociation, et comme dans toute négociation, ce qui compte, c'est le rapport de force. Et le rapport de force est rarement en la faveur du compositeur. Donc ça, c'est un vrai problème. Et par rapport à ça, il y a quand même des possibilités d'être aidé, et notamment la SACEM joue très bien son rôle de ce point de vue-là, puisque dans tous les systèmes d'aide qu'elle a mis en place, il est écrit spécifiquement, et notamment dans les aides au court-métrage partout en France, que l'édition coercitive doit être prohibée complètement. Donc aucun projet ne peut être accepté dans ces conditions-là. Jean-Michel, tu voulais rebondir ? Oui, alors, non, je ne réponds pas. Le problème, c'est que les producteurs, en gros, finalement, ne veulent pas mettre d'argent dans la musique. On va dire clairement la chose. Donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, toutes les productions se servent de l'édition, voire de la coédition, voire l'édition avec reversement, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça arrive également, pour pouvoir monter une édition. C'est assez simple, mais comme ça leur permet après d'être éditeur. Donc, et la plupart du temps, c'est qu'ils sont prêts effectivement à mettre 50 000 € dans une minute de Frédéric François. Enfin, ce sera peut-être moins que ça, mais j'ai rien contre Frédéric François. Mais par contre, pour mettre de l'argent, alors effectivement, pour mettre des projecteurs supplémentaires, des choses comme ça, oui, il y a du monde, ça. Mais par contre, la musique. Donc, quand je parlais de respect, c'est ça, c'est le respect du musicien, du compositeur évidemment, et de la musique. Concernant concernant l'édition. D'autre part, on a un autre souci aujourd'hui, c'est qu'il y a une recrudescence de musiciens qui arrivent vers l'audiovisuel.
On est un véritable entonnoir, en fait, pour dire simplement. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de travail dans la musique de variété. Il n'y a plus de... Bon, les tournées, c'est différent puisque c'était plutôt les interprètes. Mais du coup, aujourd'hui, tout le monde est compositeur de musique de film, pour dire simplement la chose. Un peu, oui. Voilà, bon. Donc, vous voyez un jeune, je peux vous garantir que 9 fois sur 10, si vous lui demandez ce qu'il fait, il va vous dire « je fais de la musique de film ». Le problème, c'est qu'il y a 2 vitesses. Il y a savoir faire de la musique de film, qui nécessite d'une part beaucoup d'expérience. Vous allez me dire, il faut l'acquérir, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais on est quand même en France, et il faut quand même reconnaître qu'on a très souvent le fils de la femme de ménage du producteur ou du réalisateur qui fait la musique. Il a un pote qui fait de la musique, tiens, tu vas faire la musique. Tiens, tu grattes la guitare, tu chantonnes un truc, tu vas me faire la musique. Et ça marche, parce que de toute façon, il prend un orchestrateur, il va faire le truc derrière, il va enregistrer à Air Studio, parce qu'on lui a dit que c'était bien, et le producteur est content, il emmène sa famille pour le week-end à Londres, c'est très très bien. Et c'est devenu un moyen, comment dire, c'est comme le type qui sait vendre ses produits à la braderie à Lille, par exemple. Donc c'est un peu dur ce que je dis, mais je veux dire, n'y voyez aucune aigreur, naturellement. C'est juste un constat. Donc il y a de plus en plus de monde veut venir dans l'audiovisuel. Et je voudrais pas citer, mais je vais le faire quand même, George Martin, donc 5e Beatles, comme vous savez, qui disait à l'époque, il y a quelques années déjà, l'avancée technologique est inversement proportionnelle à l'avancée artistique. C'est très difficile à entendre, mais malheureusement, il faut reconnaître que du coup, ça donne pas forcément une bonne image aussi de la musique et du compositeur aux producteurs et aux réalisateurs. Parce que forcément, bon, c'est sûr que quand il va voir sur IMDb, qu'il voit une liste longue comme mon bras de films, il se dit « Ah, ça doit être sérieux ». Mais les choix des musiciens ne sont pas faits pour les bonnes raisons la plupart du temps. Et c'est ça le problème. Un jeune qui fait des trucs super, je parle par exemple de même mes élèves au conservatoire ont déjà un niveau très important et font des choses nettement plus intéressantes que certains compositeurs qui ont pignon sur rue, qui travaillent beaucoup. Mais comment arriver à les faire connaître? Et c'est ça l'histoire. Donc notre rôle à nous aussi, c'est pour ça que je m'investis aussi dans l'enseignement, c'est de pouvoir les aider et les faire connaître. Voilà. Donc bon, j'ai des idées assez tranchées là-dessus, mais je pense qu'elles sont assez vraies et que beaucoup de gens les partageront avec moi. Dominique, tu voulais dire quelque chose? Bien. Vous savez que dans le cinéma indépendant, on a malheureusement la charge de cumuler plusieurs fonctions pour pouvoir faire en sorte que ce cinéma puisse émerger, c'est-à-dire à la fois la production, certaines fois la distribution. Dans mon cas, je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais souhaité, par éthique, être moi-même éditeur d'une quelconque musique de mes propres films. Et j'ai toujours défendu cette ligne dure. Ensuite, C'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Oui, merci. Je ne sais pas si la France est oui ou non le pays de la musique, mais pour revenir à ce que disait Hans Zinn, il est bien évident que la musique, dans l'esprit des réalisateurs, encore aujourd'hui, a la portion congrue. Mais je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire que certains auteurs, certains jeunes auteurs, certains réalisateurs, ils font de l'audio-visuel, mais ils font plus de visuel que d'audio. Et qu'au-delà de la musique, le soin des bandes-son a été toujours relégué au second plan. Ceci étant dit, pour contredire Jean-Michel Bernard, l'évolution technologique, y compris dans sa restitution à la télévision ou dans les salles de cinéma, a conduit les auteurs et les réalisateurs à s'intéresser de plus en plus près aux colonnes sonores de leurs propres films. Donc, voilà. Tu veux dire que c'est une tendance? C'est une obligation. Oui. Puisque l'évolution, alors on a eu le 5 pour 1, maintenant on a les systèmes Atmos, oui. Qui sont de la multidiffusion dans les salles de cinéma. On sait que le public en est friand. On sait que ce type de restitution sonore est clairement annoncé sur l'affichage, sur la promotion elle-même des films. Donc ça pousse toute la chaîne, à mon avis, de fabrication de la filière cinématographique à faire des bandes-son de plus en plus travaillées. Ça, c'est un élément un peu nouveau, en fait. La qualité du son induirait les réalisateurs à
à s'intéresser plus à la musique. Je le pense. D'accord. Excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes, hein, parce que non, mais tu as raison sur la diffusion, sur le principe technologique. Mais aujourd'hui, le 5+1, soyons clairs, c'est un peu de la rigolade actuellement, puisqu'on est plutôt sur du 4.0. C'est-à-dire qu'en fait, on a les enceintes droite-gauche, le mixeur, il veut rien au milieu, et derrière, on met les délais, en fait, pour parler techniquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, effectivement, c'est sûr que si tu fais un grand film d'action, ça ne sera pas comme ça. Mais la plupart du temps, quand tu fais un film... que ça soit on va dire une comédie ou quelque chose comme ça, malheureusement, et d'ailleurs, la musique devrait être composée en multicanaux, elle devrait être pensée en multicanaux. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas, si je peux me permettre. Alors, bon, moi j'étais sensibilisé très tôt à la musique, donc je sais que j'aime la musique. Parce que dans une autre vie, je m'occupais de la sonorisation et des enregistrements des concerts au Théâtre Antique d'Orange pour les Corrigis d'Orange. Donc j'ai toujours aimé la musique classique. Pour aller dans le sens du débat et pour parler de la production française, quand j'ai décidé de faire un film avec orchestre, ce qui était un rêve d'enfant, bien évidemment, j'ai pas essayé d'aller chercher des orchestres à l'étranger pour essayer de trouver des prix plus bas. La question néanmoins restait celle du financement de cette propre musique, parce qu'il fallait quand même qu'on la finance, et que finalement, avec Gérard Cohen-Tanuji, qui prendra sans doute la parole tout à l'heure en sa qualité de compositeur, nous avons été frappés à la porte d'un orchestre. On a été frappés à la porte de l'orchestre de Picardie, et ils ont aimé le projet cinématographique, ils ont aimé la partition musicale de Gérard Cohen et de Franck Agier, parce que c'était une co-composition. Malheureusement, Franck Agier est décédé entre-temps, nous le regrettons. Il n'aura pas vu le film fini, même. Mais tout ça pour dire que l'orchestre de Picardie, et je ne sais pas si cette tendance pourrait être généralisable, a accepté de coproduire la musique avec nous. Donc, on s'est retrouvés à 3 coproducteurs, c'est-à-dire Azot Studio, ma propre petite maison de production qui a mis les moyens techniques, l'éditeur, en l'occurrence Gérard Cohen, qui s'est occupé de toute la partie de copie, de toute la partie d'édition, et l'orchestre de Picardie elle-même, et l'orchestre lui-même, qui a financé et l'orchestre, et la masse salariale, et le lieu, parce qu'on a enregistré la musique au Théâtre Impérial de Compiègne, pour pouvoir faire en sorte que cet enregistrement existe, même dans des conditions financières qui, en apparence, pouvaient paraître précaires, mais que la mutualisation des forces a fait que cette musique a pu émerger pour le bien commun. Voilà. Alors, c'est bien qu'on parle de ça, parce que là, on rentre dans le dur, puisqu'en fait, la musique, c'est aussi les musiciens, en général. Et je pense qu'Olivier voulait prendre la parole dessus, mais c'est vrai qu'en général, le problème, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, c'est que la plupart des musiques qui nécessitent un orchestre sont enregistrées ailleurs qu'en France. C'est ce qu'on appelle la délocalisation, qui ne concerne pas d'ailleurs que les compositeurs, qui concerne d'autres corps de métier du cinéma et de l'audiovisuel. Olivier, tu voulais dire quelque chose là-dessus ? Oui, sur les régies, le fonctionnement des régies en France. Alors, je sais qu'on a la chance en plus d'avoir un certain nombre de régisseurs, au moins Jonathan qui interviendra tout à l'heure. On a beaucoup d'orchestres en France de très bonne qualité. On a parfois un petit peu tendance à l'oublier pour des raisons budgétaires, mais effectivement, on est un pays littéraire, comme je suis d'accord avec ce que disait Jean-Michel, mais on a quand même une histoire forte et des orchestres qui sont bien organisés, avec des régies qui fonctionnent bien. On a également des régies d'orchestres nationaux ou d'orchestres régionaux. Et comme, pour rebondir sur ce que disait Dominique, on a la chance de pouvoir travailler sous certaines conditions avec des orchestres notamment nationaux ou régionaux dans des très bonnes conditions artistiques et dans des bonnes conditions budgétaires souvent, puisqu'ils ont des accords et que en termes de production et de fonctionnement budgétaire, c'est très intéressant. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs orchestres régionaux et je sais que c'était très intéressant pour le producteur. Et
artistiquement pour moi également, donc de fait pour le film. Et puis par ailleurs, on a aussi beaucoup de bonnes régies, de régies de qualité, un peu, je dirais, en France, un peu dans toutes les catégories, c'est-à-dire pour les grands orchestres bois par trois, comme pour les orchestres plus restreints, et puis des orchestres de jeunes, très talentueux, comme des orchestres plus expérimentés qui ont déjà une liste longue comme le bras de références. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, et il est un petit peu effectivement dommageable de voir trop de projets s'expatrier pour des raisons purement budgétaires. C'est un sujet qui est souvent abordé en ce moment, ce problème de relocaliser les enregistrements de musique de film. Et on peut effectivement noter qu'il y a des initiatives de ce côté-là, notamment des orchestres régionaux, mais aussi de l'ONDIF, qui a annoncé des mesures. On sait que c'est pas facile, on sait que de toute manière, la compétitivité est délicate. Peut-être, Eric, tu peux nous dire un mot là-dessus ? Un mot, ça va être dur. Ça va être un peu difficile, mais oui, en effet, c'est un des problèmes. Tout à l'heure, je disais, j'ai commencé en expliquant un peu qui on était, à dire qu'on était très atypique, parce que en effet, on est très atypique. Moi, je viens pas du métier de la production, de l'édition au départ, puisque j'avais plutôt une activité personnelle artistique. Donc, la structure s'est créée au départ par un collectif d'artistes, donc avec un esprit artistique assez important, et on a toujours eu donc un regard tourné vers les artistes, et on a toujours eu une velléité à accompagner les artistes. Donc c'est le principe même de la naissance de Cristal, en fait. Et de là, on a passé notre temps à observer ce qui se passait, les problématiques, comment on pouvait y répondre, est-ce qu'il pouvait y avoir des solutions, comment on pouvait y répondre. Et donc, en effet, l'enregistrement a été un problème qu'on a souvent croisé, lié à des problèmes budgétaires, puisque quand un compositeur, il ne faut pas oublier que la musique, elle circule. Et donc, comme elle circule, c'est important pour le compositeur, non seulement d'écrire bien une bonne musique, mais derrière qu'elle ait un enregistrement de qualité, parce que c'est son image de marque. Et donc, quand on ne lui donne pas les moyens de produire sa musique pour qu'elle soit de qualité, derrière, lui, il va avoir, lui ou elle d'ailleurs, va avoir évidemment, ça va le suivre pendant un moment. Donc ça, c'est quelque chose qui me posait un problème. Donc comment faire ? Donc la problématique, c'était comment faire pour enregistrer de la musique de qualité avec des musiciens, avec les conventions collectives qu'on a en France, donc tout en respectant la législation et tout en respectant un budget, les droits voisins et tout le reste, et tout en respectant un budget qui était quand même relativement minime. Donc c'est pour ça que certains compositeurs partaient enregistrer dans les pays de l'Est, parce que là, en effet, on n'est pas dans les mêmes conventions collectives, donc pas dans les mêmes budgets d'orchestre et autres. Pour parler clair, Eric, un musicien en France coûte en gros 4 ou 5 fois plus cher qu'un musicien à Skopje ou à Sofia. Alors ça dépend, et c'était là où il fallait trouver des solutions en fait pour respecter les conventions collectives d'une part, et d'autre part, quand on va prendre, si on prend un orchestre de musiciens classiques qui appartient donc à un organisme classique, on est obligé de respecter la convention collective des musiciens classiques, à savoir donc une séance de 3 heures avec 20 minutes de pause à 57 € brut de l'heure. Et donc là, si on respecte tout ça, évidemment, on tombe dans des travers économiques qui sont juste plus viables en France. Donc on est arrivé à faire un compromis par rapport à tout ça, et du coup à permettre d'avoir d'une part des orchestres de qualité, d'autre part faire travailler des musiciens français, parce que moi ça me fait mal au cœur de voir des musiciens qui aujourd'hui n'arrivent même plus à vivre et n'arrivent même plus à avoir le SMIG pour vivre, parce qu'ils n'arrivent plus à faire leur cachet, parce que, etc. etc. Donc c'était d'arriver à dire, alors qu'il y a du boulot et que les compositeurs sont frustrés parce qu'ils sont obligés d'enregistrer pour la plupart avec des machines, même si aujourd'hui on est tous d'accord qu'il y a des super logiciels de cordes et autres, mais c'est quand même pas la même chose. Donc tout ça réuni, c'était comment trouver une solution. Et donc on est parti sur cette réflexion et on a trouvé des solutions et on a pu mettre en place et donc monter des compromis. Et là on a pu, donc on monte des orchestres à la demande, on fait comme le disait Olivier, on a une régie, on nous demande 4 premiers violons, 4 seconds, etc., etc. On monte l'orchestre à la demande et on a la chance, nous, d'avoir des grands studios, puisqu'on a réhabilité un cinéma qui était voué à être détruit pour en faire des parkings. Surtout que c'était quand même le cinéma où Jacques Demy a fait la projection des Rushs de Demoiselles de Rochefort. Donc il y avait une petite histoire autour de tout ça. Donc c'était dommage que ce patrimoine-là disparaisse. Et donc on a réussi à se battre là encore pour pouvoir sauver cet établissement. Et on l'a transformé en studio d'enregistrement et on l'a mis à disposition et des compositeurs d'une part et des musiciens d'autre part.
Donc sous un principe de mutualisation, de coopération, puisqu'on a d'ailleurs une de nos structures étant coopérative. Voilà. Merci. Jérôme, tu voulais parler ? Oui, non, mais c'est formidable ce plaidoyer pour les orchestres. Et tu évoquais les samples, en fait, les orchestres à cordes. C'est vrai que les instruments virtuels ont fait d'énormes progrès depuis 10-15 ans. Et maintenant, on est capable d'avoir des choses qui sont assez proches de la réalité. Mais tout est dans ce assez proche. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de compositeurs, finalement, on finit, quand on doit composer avec des instruments virtuels, on finit un peu tous par utiliser les mêmes, à savoir les meilleurs, Viennard, Kirchhunter, East-West, enfin voilà. Certain nombre et au final, moi c'est ce que je remarque, toutes ces compositions se ressemblent un peu, parce qu'on utilise souvent les mêmes patchs, les mêmes instruments. Et voilà, et ça n'a rien à voir avec la diversité d'orchestres qui ont des sons, il y a des instrumentistes. Donc je pense que voilà, là, il faut revenir en fait, le plus possible en fait, à une écriture pour orchestre qui individualise vraiment le travail des compositeurs. Alors que la technique homogénéise un petit peu tout, j'ai l'impression, de plus en plus. Oui, en fait, si je veux exactement Ouais. rebondir là-dessus et sur ce que disait Jean-Michel, quand il parlait de technologie inversement proportionnelle. En fait, ça revient à ça. Et plus l'outil est en fait basique, un papier, un crayon, un piano, une guitare, plus il libère, puisque on compose en fonction de l'outil quand même. Voilà. Donc si l'outil est extrêmement élaboré, comme un Symphobia, un Omnisphère, un East-West, un machin, et ben évidemment ça conditionne la composition. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que je suis pas le seul à le partager. Oui, merci, Olivier. Peut-être on peut faire un petit tour du côté de la salle, voir si déjà, par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a des réactions. Je vois que Olivier voudrait prendre la parole. Est-ce qu'on peut faire passer un micro ? Comment ça se passe ? C'est moi qui le donne ? Parfait. J'ai un petit peu mal dans le dos. Mais... Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis aussi un compositeur. Je voulais juste dire deux petites choses rapidement. Parce que moi, c'est ce que je me donne comme règle de 3 quand on parle de budget, parce que je pense que c'est quand même, on ne va pas trop parler d'artistique, parce que sinon on en a pour toute la nuit, mais vraiment sur les questions de production et de budget, il y a une règle très simple, c'est de 1 à 3% du budget global du film. C'est-à-dire si c'est un tout petit film, il faut s'adapter. Quand c'est un gros film, bah, tant mieux pour nous. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer. Et quand c'est en dessous de ça, c'est pas normal. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est ce que j'ai retenu de mon long séjour à Los Angeles. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une, je sais pas, ceux qui étaient là avant-hier à la plage de la Quinzaine, il y a une annonce importante de Londif qui s'est mis d'accord donc pour faire des tarifs vraiment très intéressants, qui maintenant sont vraiment compétitifs avec ceux des pays de l'Est. Moi aussi, j'étais un peu dans tous les pays de l'Est enregistrés avec des grands orchestres. Et là, on nous parle de 15 000 €, tout compris enregistrement musicien, régie, technique, studio, 15 000 € pour 20 minutes. Donc ça devient vraiment très très intéressant. Je pense que c'est quand même une grande nouvelle qu'il faut qu'on le sache tous. Ça devient très intéressant d'avoir accès à Londif. Avec un enregistrement soit dans leur salle de répétition à Maison Alfort, soit même il est question à la Philharmonie. Alors ils n'ont pas la régie technique, il faut la faire venir, mais la salle a une très belle acoustique. Donc voilà, pour tous les compositeurs qui sont présents et les producteurs, c'est une nouvelle que je tenais vraiment à partager. Olivier, j'ai une petite question là-dessus. Tu dis 20 minutes, mais ils ne sont pas calés sur le minutage, ils sont calés sur le service. Donc ça sera 3 heures ou ça sera 6 heures, mais ça sera pas, on vous garantit 20 minutes, parce que si les partitions sont fournies la veille et qu'ils n'ont pas le temps de regarder, en regardant les coups d'archet à la première minute, ça sera pas 20 minutes en 3 heures, ça c'est sûr. Donc ça m'étonne 20 minutes. Tu es sûr de ça ? Ouais, moi c'est ce que m'a dit Fabienne Douanel, je crois, elle s'appelle. 15 minutes de musique, 20 minutes de musique enregistrée pour 15 000 €. Bon, maintenant, ça demande à être vu dans les détails. Mais il ne raisonne pas en termes de minutes d'enregistrement, a priori. Ah non, mais c'est pas 15 000 € là, les 20 minutes, sinon là, c'est pas... Non, c'est 20 minutes de musique enregistrée. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Olivier, c'est que aujourd'hui, je pense que maintenant les compositeurs doivent se poser la question et revoir leur copie, parce qu'en France aujourd'hui il y a des solutions, il faut les creuser. Donc après, en effet, il faut aller plus loin dans la réflexion. Est-ce que c'est 20 minutes utiles ? Combien il y a de musiciens, etc. On peut se poser la question, mais c'est sûr.
Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, moi je connais plusieurs régies, je connais des régies à Paris aussi qui commencent à mettre des choses en place et qui ne travaillent plus à la séance de 3 heures ou 2 fois 3 heures, mais qui travaillent à la demi-journée ou à la journée avec des tarifs justement plutôt basés sur la convention collective de l'enregistrement et non plus la convention collective du musicien classique. Donc il y a des choses aujourd'hui qui existent, qui commencent à se mettre en place et c'est ça qu'il faut retenir. Après, à chacun d'aller creuser et de voir, mais il y a des formules compétitives maintenant en France qui ne sont pas adaptés pour tout, mais en tout cas avec des très très bons musiciens. Franchement, il y a vraiment des très très bons musiciens. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc je suis content d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'aussi, si tu dis que la ville de Paris, alors c'est pas la ville de Paris, tu as dit l'Île-de-France commence à s'intéresser à cofinancer ce genre de choses, c'est bien, et ça c'est un progrès. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et il faut continuer à se battre pour ça, parce que c'est votre intérêt à tous de pouvoir justement, et c'est l'intérêt évidemment des musiciens français, c'est de pouvoir récupérer, que la musique de film puisse s'enregistrer en France et que les musiciens français puissent travailler, que les compositeurs puissent avoir des vrais musiciens. Mais je trouve qu'on devrait aller plus loin, c'est surtout au niveau de la production, ce que je ne comprends pas, et c'est là où on doit mener des combats, mais à mon avis on doit les mener tous ensemble. C'est pourquoi quand un film est coproduit en Belgique, il y a cette histoire de tax shelter et on oblige le compositeur à travailler, à enregistrer en Belgique. Donc on fait travailler les musiciens belges, on fait travailler les studios belges. Donc c'est très bien pourquoi en France, quand on fait des crédits d'impôt, on n'oblige pas à travailler avec des artistes français. Ça, c'est des questions que je pose. Ouais. Et c'est ces combats-là qu'on doit mener, parce qu'on ne va pas se battre pour 1 minute d'enregistrer de plus ou de moins. C'est pas ça. Prenons des problèmes de fond et travaillons sur les problèmes de fond. Et ces problèmes de fond, c'est là qu'il faut aller les chercher. Et ces combats-là, on ne doit pas être les uns contre les autres. On doit être tous ensemble, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Et aujourd'hui, je pense que là, on a une clé à jouer, on a une porte à ouvrir. C'est sur tous ces histoires de crédit d'impôt. Il y a des pays qui font ça très bien, qui ont été très malins pour faire travailler leurs musiciens, même leurs compositeurs. C'est-à-dire que dans certains films, on nous impose des compositeurs et le réalisateur, le producteur n'a même pas le choix de travailler avec son compositeur habituel. Et c'est scandaleux. Alors, si c'est fait comme ça ailleurs, faisons pareil chez nous. Ou alors, changeons les choses d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, c'est là-dessus qu'on doit mener des combats. C'est ça qui va changer les choses. Et ça, on doit le faire tous ensemble. Je voulais peut-être donner la parole à Jonathan, qui a une régie justement à Paris. Mais écoute, je te remercie. Je remercie Olivier Calmel de m'avoir proposé d'intervenir, même si j'aurais pu intervenir sur tellement de points, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est tellement d'actualité, et que d'un point de vue gouvernemental, on ne peut pas changer les choses immédiatement. On est en train de le faire et on va s'unir pour le faire. C'est ça qui est très important. C'est pour ça que je soutiens tellement tous les propos tenus par Eric Debègue. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi. C'est la première fois qu'on peut se rencontrer aujourd'hui. Je vais essayer d'être court. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Il y a vraiment des solutions, tout comme, voilà, j'ai vu l'annonce de l'ONDIF. J'ai envie de dire, il y a des solutions qui ont permis, par exemple, au film Les Anarchistes, qui a été donné à l'ouverture de la Semaine de la Critique, qui n'avait que 10 minutes de musique à enregistrer. Et c'est quoi le problème face à 10 minutes ? On ne fait pas venir un orchestre, on ne fait pas venir toute une session d'enregistrement, même pour 5 minutes d'enregistrement. Donc il est hors de question de sacrifier le budget, le tarif des musiciens. En France, comme vous l'avez très bien dit, on a des excellents musiciens. Donc pour garder cette motivation, pour garder des musiciens concernés par ce qu'on fait, il s'agit de trouver des solutions alternatives. Et c'est pour ça que c'est une solution qui existe dans les pays de l'Est depuis finalement pas mal d'années. C'est une solution qui existe avec le Hollywood Scoring. Le problème qui est en train de s'écrouler, il faut le dire très honnêtement, parce qu'ils le font, mais d'une manière trop chère, c'est effectivement la mutualisation donc, de tous les services, de tous les corps de métier pour l'enregistrement de la musique de film. Donc c'est ça que je fais avec Paris Scoring, c'est ça que fait Eric Debègue avec son organisme. Et effectivement, on est plusieurs régies d'orchestre. Simplement, les sessions partagées qui sont quelque chose d'extrêmement complexe. Parce que déjà, la finalisation d'un enregistrement avec une production entre le réalisateur, le producteur, le superviseur musical, le compositeur, l'orchestrateur, c'est déjà quelque chose de très complexe pour le faire aboutir à un enregistrement. Donc quand sur une journée, on met finalement 5 projets, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est pas pour vanter notre travail, mais c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'au final, par exemple Mélanie Laurent qui va enregistrer son documentaire, qui a peu de musique, elle va le faire avec nous, parce qu'on va faire une session partagée. Et c'est, je pense, un des combats, et c'est pas pour se donner l'exclusivité. L'exclusivité, c'est que je pense c'est une nécessité pour la création, une nécessité pour tous les compositeurs, de donner vie à leurs envies et à la dimension symphonique. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase, c'est quand on dit que les musiciens sont frustrés de travailler avec des samples.
c'est plus grave que ça. C'est pas vrai qu'ils sont frustrés. Il y en a quelques-uns, bien sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail. Ok, on fait des blockbusters, on a fait des gros films aussi, mais il y a tout un travail de sensibilisation à la dimension symphonique, dans le sens où les machines, c'est bien, c'est certes, mais travailler avec des vrais musiciens, c'est quelque chose de tellement plus grand, tellement mieux. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de faire des conférences comme celle-ci, d'en faire d'autres et d'en faire d'autres, pour sensibiliser toute cette vague de jeunes réalisateurs, compositeurs et producteurs, en leur disant qu'aujourd'hui en France, on a des solutions qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. On parle de tarifs divisés par 2, voire par 3, pas en sacrifiant le tarif des musiciens, mais en faisant des sessions partagées dans la mesure où tu as 1 minute de musique enregistrée, tu as envie d'un orchestre. Spontanément, on dirait c'est pas possible. Utilise VSL, machin et compagnie. Non, tu t'inscris à une session partagée, tu prends une demi-heure d'enregistrement, parce que pour 1 minute, il n'y a pas besoin de plus longtemps. Tu as 5 minutes, tu prends 1 heure, etc. Donc ça, je pense, c'est des choses qui sont à développer, qui sont très complexes et qu'on met en place avec Paris Scoring. Donc voilà, on pourrait débattre de plein d'autres choses. Je donne la parole à... Jean-Michel, Il ne faut pas faire une fixation uniquement sur l'orchestre, parce que la musique de cinéma ne veut pas forcément dire, je suis désolé de le dire, à chaque fois, violon, cuivre, etc. Bon, je sais bien que la musique symphonique est revenue à l'ordre du jour avec John Williams, avec La Garde des Étoiles, puisque de toute façon, on sait très bien qu'avant, elle n'avait pas vraiment de droit de citer. Mais juste pour rebondir là-dessus, de toute façon... je crois que les Américains ont le même problème. Lorsqu'on est à Los Angeles, on ne va pas enregistrer avec l'orchestre de Los Angeles parce que ça coûte trop cher. On va à Seattle parce que ça coûte moins cher. Ou alors, ils vont carrément dans les pays de l'Est, tout simplement. Les Américains font exactement la même chose. Les Japonais aussi. Hein. Oui, Bollywood, tout le monde s'y met en fait. Naturellement. Donc, quelquefois, je reparle toujours de mes élèves, mais c'est vrai qu'il y a toujours la musique orchestrale, c'est formidable, ça fait cinéma parce que ça fait large. Bon, à chaque fois, je suis désolé, on n'a pas forcément un Out of Africa à faire comme score. Donc, une très bonne musique de film peut être enregistrée avec peu de musiciens. Ça dépend du talent du compositeur. Quelquefois, même un simple piano, mais s'il est extrêmement bien enregistré. Et là-dessus, on va arriver au point suivant, c'est-à-dire le problème des studios. Donc aujourd'hui, on a peu de studios. On a toujours Davout, évidemment, pour les plus grosses formations. Donc il suffit juste d'attendre que le métro soit passé et c'est bon. On a Studio Méga, dont l'acoustique est moyenne. Il y a Studio Ferber pour les cordes, mais avec un accueil pour les clients qui est quand même pas terrible. Et c'est notre problème en France. On a un problème d'accueil général. On arrive dans une boîte vide, alors que c'est sûr que quand on arrive à Abbey Road ou à Air Studio, déjà le professionnalisme des techniciens est absolument inouï. Alors il faut savoir qu'ils en font tout le temps. Les orchestres sont aussi inouïs parce qu'ils en font tout le temps. Et enregistrer avec un orchestre, attention, parce que l'ondif, tout ça, parfait, je suis très content, mais il faut aussi avoir l'habitude d'enregistrer. Si c'est pour avoir de l'orchestre symphonique et d'être obligé de refaire derrière, comme ça arrive de temps en temps, ça arrive surtout avec les pays de l'Est, évidemment. Bon, on fait quelques progrès, ça dépend si vous tombez sur l'équipe A, B, C ou Y, qui est Z. Voilà, donc la musique de film est plus large aussi que l'orchestre. Oui, ça faut le dire aussi. Hein. Donc, on entend beaucoup de bandes sonores qui tirent plus vers le sound design, qui sont aussi très intéressantes. Évidemment, il y a le sound design, il y a des gens qui ont beaucoup de talent sans savoir écrire. Prenons l'exemple de Trent Reznor pour The Social Network, qui est quelqu'un qui ne vient pas, ou Johnny Greenwood, où ce sont des gens qui ne viennent pas du tout d'une formation traditionnelle et classique, mais tout simplement qui ont des idées et du talent. Et voilà. Et lorsque vous entendez aussi le mixage, et là c'est le côté technique, il faut dire que et en Angleterre et aux États-Unis, ils ont des très très grands mixeurs. Et quand vous entendez un mix d'une musique techno dans une boîte de nuit, avec les personnages qui parlent au premier plan, vous les entendez à la perfection et vous entendez à la perfection la musique, je ne sais plus qui disait qu'en France, on voulait toujours entendre le bruit de la chasse d'eau dans la pièce d'à côté pour être sûr de rien rater, mais quelque part, c'est pas loin. Donc, il y a un réel problème aujourd'hui de studio. Bon, il y a bien sûr Guillaume Tell, mais on ne sait jamais si ces studios-là vont perdurer parce qu'on dit toujours qu'ils vont fermer du jour au lendemain. Bon, là, l'autre jour, on a parlé avec Nance Paolini de l'ouverture aussi possible de la salle qui sera sur l'île à Boulogne-Billancourt
où il est question que ce soit le même acousticien qu'à la Philharmonie, donc ça serait plutôt bien. Et si c'est une structure pour enregistrer, parce que c'est bien d'avoir un orchestre, mais il faut aussi avoir la pièce et puis les moyens d'enregistrer. Et ça coûte très cher, le parc de micros, etc. Donc c'est aussi un problème à aborder en même temps, en parallèle qu'avec l'orchestre. Oui, il y a toute une filière, c'est ça qu'on voulait évoquer aussi, toute une filière qui souffre, que ce soit musicien, studio, voilà. En même temps, il y a des choses qui se passent, donc c'est bien que ça soit évoqué ici. C'était Dominique avant, mais c'est pas grave. Vas-y Anne, vas-y. Non, moi je voulais rebondir notamment sur la question de technique qui s'oppose à l'artistique. Ce qui rejoint aussi la question de l'orchestration dont tu parlais, c'est que le film est un prototype et la musique est artisanale. Et je crois que la notion d'artisanat, on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où j'ai du mal à imaginer un travail véritablement artisanal avec du tout synthétique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut des voix palpables avec leurs défauts, leurs personnalités et leurs imperfections, leurs différenciations. Il n'y a que là qu'on peut vraiment faire pour moi de la recherche, de l'expérimentation. Donc c'est ça pour moi la musique de film, c'est ce type d'expérimentation. Dominique ? Pour répondre à Eric Debeg, alors en Belgique, il y a le fameux tax shelter. En France, on a l'agrément. Voilà. Alors, il serait peut-être souhaitable que les organisations professionnelles, et je pense que le SNAC peut venir donner son renfort à l'UCMF, pour que, vis-à-vis de la commission d'agrément du CNC, nous puissions commencer à imaginer faire entrer dans les critères de l'agrément le fait que la musique, que les orchestres puissent être français. Eric ? Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu disais. Oui, je pense qu'il faut, pour les agréments, c'est une très bonne idée, et je pense que c'est un combat qu'il faut mener tous ensemble. Je pense. En tant que représentant de l'UCMF, donc l'UCMF n'est pas un syndicat, contrairement au SNAC. Nous sommes une association. Mais sur ces sujets-là, nous sommes très présents, et notamment sur la relocalisation, puisque notre secrétaire général passe énormément de temps précisément avec l'ONDIF en ce moment pour négocier ce dont parlait à l'instant Olivier Liboutry. Et nous sommes très, très soucieux de ces questions-là. Et parce que nous représentons à peu près 150 compositeurs, dont Jean-Michel, bien sûr, et des gens de grand talent, des gens moins connus, des jeunes, des plus âgés, et chacun fait à peu près le même constat sur la question des orchestres, mais des orchestres au sens large, pas pour revenir sur ce que tu disais, mais également que ce soit la musique de chambre, que ce soit la musique électronique, en tous les cas, sur la question de relocalisation, évidemment, ça concerne plutôt les orchestres. Donc on a fait un petit panorama comme ça de toute la partie réalisation, en tout cas par les musiciens. Je voulais qu'on parle, parce que là le temps passe, de ce que deviennent les musiques de film. C'est-à-dire en fait, en gros, la deuxième vie de nos musiques, puisqu'en fin de compte, on a parlé édition tout à l'heure, on a parlé production, on se retrouve donc avec des musiques et qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce qu'on peut en parler comme ça maintenant ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est triste qu'effectivement les scores magnifiques qui sont faits, en plus ils sont de plus en plus beaux maintenant, atterrissent sur les étagères et prennent la poussière pendant des années après. Et privés de leurs droits d'édition. Oui, en plus. Donc on a deux problèmes, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui se prêtent au concert et d'autres pas. Je donne un exemple, je ne vais pas donner de nom, mais un compositeur américain qui est plutôt spécialisé dans la musique synthétique. Donc, c'est évidemment pas du tout péjoratif, mais je veux dire, l'année dernière, au Festival de Gand, a été joué. C'est-à-dire qu'en fait, ces musiques ont été transcrites pour l'Orchestre symphonique de Gand. En fait, c'est Cliff Martinez, pour parler simplement, donc contre qui j'ai absolument rien, qui fait un très bon travail naturellement. Mais cette musique n'est pas adaptée pour le concert, et c'est juste chiant, parce qu'en fait, on écoute de la nappe pendant 1 heure, et je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, le souci, c'est que toutes les musiques de films ne se prêtent pas à ça.
Donc c'est sûr que peut-être qu'à l'époque de Jerry Goldsmith ou de, je sais pas, Elmer Bernstein ou John Williams, naturellement, là effectivement, c'est comme Ennio Morricone. Mais quand Ennio Morricone veut essayer de faire jouer ses musiques autres que de films et autres que des années 60 avec Sergio Leone, les gens s'en désintéressent complètement. Donc en fait, c'est ça le problème. Mais par contre, il faut imaginer qu'on peut très bien faire des concerts de musique de film avec des beaucoup plus petites formations. Tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir forcément 95 musiciens ou même 50 musiciens ou même une formation Haydn ou des choses comme ça. On peut faire des choses... bon, c'est pas pour parler de moi là-dessus, mais j'ai fait, tu le sais, des concerts hommages, que ce soit à François Droubet ou à Michel Magne ou autres, et à plein d'autres compositeurs. Il y a quelques années ici, les concerts de la plage, quand il y en avait encore, et c'est aussi un sujet qu'on abordera, la musique à Cannes. À l'époque, donc, ils organisaient chaque soir, il y avait un groupe qui venait jouer des musiques de films vous devez vous en souvenir, sur la plage. Donc en fait, il y a vraiment, je pense, un très bel avenir par rapport aux musiques qui s'y prêtent si possible, mais pas forcément avec des grands orchestres. Et ça, je pense que c'est très important. Alors ça, c'est une des deuxièmes vies de la musique de film. Il y en a une autre, je pense qu'Éric prend le micro à cause de ça, puisque tu as un dispositif particulier pour ce qui est des catalogues. Hein, Oui, en fait, nous déjà, ça part du principe où dès le départ, dans le contrat de commande avec le producteur audiovisuel, on exclut l'exclusivité de la musique en termes de propriété. C'est-à-dire qu'il a l'exclusivité sur une période donnée de la musique enregistrée, puisque c'est une musique originale à destination de telle œuvre, mais autant qu'on peut le faire. Donc c'est pas possible dans 100% des cas, mais sincèrement, on arrive à avoir cette négociation dans plus de 90% des cas, je dirais. Donc il n'a pas l'exclusivité de la propriété du master et il n'a pas l'exclusivité de l'exploitation du master. Donc de là, ça nous permet de réorganiser la musique derrière. Déjà, on l'exploite après de deux manières. Déjà, avec le film, on fait quasiment systématiquement, en tout cas très souvent, des BO. Soit en numérique et physique, soit en numérique et physique, parce que quand il y a du physique, il y a forcément du numérique. Mais on fait souvent des exploitations de BO, donc ça donne une deuxième vie à la musique de film. Alors, on sait très bien que c'est pas fait pour... Il n'y a pas d'économie, puisque vendre une BO aujourd'hui, que ce soit en physique ou en numérique, donc en digital, même si on est présent sur toutes les plateformes de France et de Navarre et du monde, les chiffres d'affaires sont absolument pas là. Mais pour autant, c'est une bonne manière de faire de la communication pour les compositeurs, puisque ça fait circuler sur les plateformes les noms, ça fait monter le buzz, etc., etc. Donc ça, c'est une deuxième vie à la musique. Et puis donc la troisième vie, c'est une fois que le film est sorti, si c'est un film télé ou si c'est un film cinéma, on se laisse un certain temps et après on réexploite, on retague, on recharte les musiques et on les réexploite là pour le coup sur des musiques additionnelles, sur des documentaires qu'on place en synchro ou sur des musiques de cinéma à d'autres films, sur d'autres films qu'on place en synchro en fait. Oui. Donc on réexploite le catalogue de deux manières, soit en synchro donc sur des films, soit en musique plus d'accompagnement, je dirais, sur des documentaires par exemple. Voilà. C'est un exemple qu'on salue tous parce que en fait, une des conséquences, entre autres, de l'édition coercitive des musiques sur tout l'audiovisuel, c'est que ces musiques sont dans un placard avec une part éditoriale qui a été cédée à quelqu'un qui n'en fait rien, et c'est remarquable qu'on puisse évidemment travailler autrement. Alors, je préciserai quand même une chose, il faut faire quand même très attention à, évidemment, vous n'allez pas prendre le générique de tel film qui a bien marqué, qui est très lié au film, pour le replacer 2 ans après sur un autre téléfilm. Donc il faut faire ça de manière très intelligente aussi, et voilà. Mais pour autant, c'est quand même très dommage que la musique, elle, comme tu disais, elle reste dans un placard et qu'elle ne puisse pas être réexploitée d'autres manières. Donc il faut le faire intelligemment, mais là encore, il y a des solutions et il y a matière à faire des choses. Pour moi, qui ai toujours fait composer des musiques originales pour tous mes films, évidemment, le deuil à faire de la deuxième exploitation de l'œuvre musicale est toujours un peu difficile. Alors, pour ce qui est de la deuxième vie des œuvres audiovisuelles en elles-mêmes, parce que avant de parler de la musique qui est associée
à l'œuvre audiovisuelle, il faut déjà parler du statut de l'œuvre audiovisuelle elle-même. Et que de plus en plus, et là je ne parle pas de la fiction, je parle essentiellement du documentaire, du reportage, les sociétés de distribution internationale qui se rapprochent de vous ou vers lesquelles vous vous dirigez, vous proposent la plupart du temps de la vente à la découpe. C'est-à-dire, vous avez fait un film de 52 minutes, peut-être il va faire que 13 pour le Japon, il va peut-être faire que 40 pour les États-Unis. Voilà. Donc, que la difficulté déjà, avant d'aborder la deuxième vie elle-même, que pourra en faire l'éditeur, c'est déjà du statut elle-même. Et que nous, réalisateurs, auteurs, on est quand même très attachés à ce que l'œuvre elle-même reste intègre dans son ensemble. Alors, évidemment, du point de vue des compositeurs et du point de vue des éditeurs, d'un point de vue purement financier, ils ne peuvent pas voir entièrement la chose de cette façon-là. Nous le concédons. Mais je voudrais bien, sur cette question-là, que Gérard Cohen-Tanuji en parle, puisque, en fait, on n'a jamais eu d'accord, tous les deux, sur la deuxième vie que tu vas faire à la musique de mon film. Est-ce que tu peux en parler ? On peut toujours s'en servir, elle est là. Pour l'instant, on n'en a jamais parlé, donc moi, j'y touche pas, tant qu'on n'en parle pas ensemble. En général, les accords avec les producteurs, c'est qu'ils ont le droit de s'en resservir, à condition de t'en parler, te prévenir, et moi, j'ai le droit de m'en resservir, à condition de leur demander l'autorisation. Ça, c'est pour les musiques existantes. Et en général, maintenant, de plus en plus, le problème qu'on a, c'est justement l'édition coercitive, c'est qu'ils prennent l'édition à l'entrée. Sinon, vous ne faites pas le documentaire, on ne fait pas le documentaire, on ne fait pas la musique. Même si le réalisateur vous impose, le producteur vous dit non. Et donc c'est ça le problème qu'on a, c'est que le producteur prend l'édition, pas tous, heureusement. Il y a des producteurs qui ne veulent pas en entendre parler, mais souvent c'est ça. Et c'est un problème parce que l'argent, le budget me sert à prendre des solistes, par exemple. Moi je joue de la guitare, du piano, je fais à peu près tout moi-même. J'ai toutes les banques de sons existantes, tous les samples de cordes, j'ai tout, mais ça ne remplacera jamais un violoniste qui joue du violon. Ou moi quand je joue de la guitare, tous les samples de guitare ne vaudront jamais ce que je peux faire avec ma guitare, même en me plantant, en faisant des pains. Et les bruits des barrettes, ça sera jamais, c'est irremplaçable. Et le respiration, le souffle du violoniste qui joue, on entend sa respiration, il n'y a rien qui sera jamais plus fort que ça, quoi. Alors, on en est à 5h30. Est-ce qu'on prolonge un petit peu ou est-ce qu'on conclut ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Oui, bonjour. On parle beaucoup de droit dans les musiques de films. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est exactement. Donc en fait, un producteur, ou n'importe qui d'ailleurs, qui veut utiliser une musique déjà existante, il doit demander d'une part l'autorisation au producteur, c'est-à-dire le propriétaire de la fixation de l'œuvre, qui lui-même doit demander des autorisations, et après il y a un système de paiement de droits voisins, etc. Mais ça ne concerne pas le producteur, puisqu'il a un contrat de synchronisation avec le producteur sur un montant donné pour une utilisation donnée. Donc ça, il faut faire très attention à la destination. Donc c'est quel pays, quelle durée, quel territoire, quelle chaîne, ça peut être aussi. Voilà, donc c'est ça. Et pareil auprès de l'éditeur, donc qui va lui demander après aux ayants droit les autorisations, qui va d'abord vous faire une première estimation, et cette estimation sera validée derrière par les ayants droit, et à partir de là, il y aura un contrat de synchronisation. Pareil, qui va déterminer le montant pour quelle destination, durée, territoire, j'en oublie, type d'utilisation, est-ce que c'est exploitation film ou autre. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la musique enregistrée, toutes les obligations à faire sur la musique enregistrée, enfin la musique déjà existante. Après, pour la musique enregistrée, vous avez un contrat de commande avec un compositeur et vous faites une commande d'écriture d'une musique, et là c'est pareil, vous mentionnez dans votre contrat tout ce que vous pouvez faire avec la musique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là où moi j'interviens très souvent pour donner l'exploitation, évidemment, et je rebondirai aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Dominique. Je suis tout à fait conscient et tout à fait d'accord avec toi que l'œuvre elle a été écrite pour un film et elle ne doit pas être dénaturée par rapport à ce film-là. C'est pour ça que j'ai précisé en amont que nous, quand on fait une réexploitation, on fait une réexploitation réfléchie. C'est-à-dire que quand on enregistre, quand il y a 25 minutes de musique montée sur un film, il n'y a pas 25 minutes de musique utile qui ont été enregistrées. Il y a souvent beaucoup de musiques qui ont été financées
existent et qui sont là et qui n'ont jamais été montées sur le film. Et c'est aussi toute cette musique-là qu'on réutilise, qu'on réexploite, qui, elle, n'est pas sur le film, mais qui, de fait, a été produite pour le film. Et qui a quand même un lien forcément avec le film, puisqu'elle elle a été écrite au départ pour le film. Donc on ne monte pas toujours, on ne replace pas forcément la musique qui a été montée sur le film, et en tout cas pas toutes les musiques. On ne va pas aller replacer la musique d'un générique, par exemple, si il est très important dans le film. Mais pour autant, une petite musique à un moment donné, par exemple une musique in qui a été faite par le compositeur, qui sert dans une discothèque lambda, qu'on entend à peine dans le film, bah celle-là, elle a tout à fait la possibilité d'être exploitée dans 3 ans dans un documentaire sur les soirées en discothèque à Cannes, par exemple. Voilà, donc c'est ça dont je parle, c'est-à-dire que c'est pas tout réexploité à tout prix. Pour rejoindre ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est réexploiter intelligemment la musique pour qu'elle ait quand même une seconde vie sans dénaturer la raison pour laquelle elle a été créée. Oui. Voilà. Alors, je pense que c'est très important aussi, c'est bon, dans toute la chaîne des droits, parce que les droits, c'est particulièrement complexe. Il faut toujours distinguer ce qui est les droits de la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, hein, les droits qui sont liés à l'œuvre, et les droits qui sont liés au produit. Donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chaîne des droits, et c'est toujours assez compliqué, justement pour les productions qui mélangent comme ça l'utilisation de musique préexistante et de musique originale, de ce qu'on appelle clearer bien les droits. On est bien sûr. Et est-ce qu'il y avait d'autres? Tu voulais parler? Non, non, tu avais fini. C'était Jérôme? Non, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? On va peut-être commencer à faire une espèce de conclusion. Est-ce que chacun d'entre vous pourrait dire un petit mot pour conclure ce débat, pour dire peut-être qu'est-ce que nous réserve l'avenir de la musique de film? Et Anne, qu'est-ce que tu dirais, toi? Est-ce que tu es optimiste? En fait, oui, je suis optimiste. Parce que c'est un duo pour moi, c'est un partenariat de créateurs. Et que c'est un partenariat essentiel et qui est sur la durée. Enfin, pour moi, il est intéressant quand il se prolonge sur la durée avec une collaboration qui devient de plus en plus approfondie. Et je pense que l'avenir, en particulier de la musique des films, dépend aussi de la manière dont on va réussir à créer ces duos et donc à se rencontrer, sachant qu'effectivement, les réalisateurs ne sont pas formés initialement à la musique. On leur en parle peu. C'est pas on pense tout de suite image, scénario, pas musique. Donc comment, à partir de là, sachant que c'est une culture que nous n'avons pas, acquérir cette culture et rencontrer les bonnes personnes, ou mettre en place des lieux pour se rencontrer, pour s'écouter et pour former ces duos, auxquels je crois dans la continuité. Ça permet d'évoquer au passage la question de la formation. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est un vaste sujet qu'on pourrait aborder une autre fois d'ailleurs. Alors je trouve que ce qu'a dit Anne est tout à fait exact et je vais finir sur une petite anecdote. J'étais l'autre soir à une soirée où on a mis en honneur Claude Lelouch et Francis Lay pour 50 ans de collaboration. C'était un petit moment très très émouvant dans la soirée. Et c'est vrai que voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire comment faire pour créer ces binômes, mais surtout qu'ils restent dans la continuité et qu'ils puissent construire ensemble, grandir ensemble, se nourrir ensemble, parce que ça donne vraiment du coup des choses magnifiques. Et finalement, les binômes sont relativement fidèles, mais quand même, pas toujours justement. Il y a souvent des coups de canif dans le contrat et c'est un petit peu... Alors ça peut être bien, bien sûr, parce que... Des pressions des productions aussi. Voilà, mais bon... Mais voilà, donc pour revenir à ce que tu disais, je trouve ça vraiment très très bien. Et puis pour répondre à ta question et pour la conclusion, moi aussi je suis optimiste parce que je pense que évidemment c'est en se mobilisant et c'est en disant les choses qu'on fera avancer les choses. Il y a des solutions, évidemment qu'il y a des problèmes, mais je pense que tout n'est pas non plus complètement noir et que les solutions on peut les trouver, on peut les amener et il faut simplement dire les choses et faire avancer les choses et on pourra tous ensemble, là encore je le redis, mais si on est liés par des mêmes envies et des mêmes combats, eh bien je pense qu'on pourra faire avancer les choses. En tout cas, moi j'y crois beaucoup. Voilà. Donc il faut continuer ce genre de manifestation. Les mêmes valeurs. Voilà. Alors moi je vais vous dire très clairement, je suis vraiment optimiste. Pour plusieurs raisons, mais je vais en citer 3 qui me semblent vraiment fondamentales. La première, c'est qu'on a aujourd'hui des organismes qui sont forts, qui sont bien spécialisés et qui sont conscients de l'intérêt de travailler ensemble. On a cité, Olivier Liboutry citait tout à l'heure la grande réflexion de l'ONDIF sur la relocalisation. L'UCMF aujourd'hui
le SNAC sont organisés de façon à être partenaires des compositeurs, accompagnateurs, et sont vraiment organisés de manière à optimiser et à être conscients de problèmes concrets. C'est-à-dire qu'on ne se rassemble pas juste pour boire des verres, mais vraiment pour parler de choses très concrètes sur des sujets très précis. Les actions d'enseignants, enfin sur l'enseignement dont Jean-Michel parlait également, c'est très important. Le deuxième point, c'est les éditeurs. On a la chance aujourd'hui d'avoir des gens comme Cristal, en la personne d'Éric Debec, qui sont partenaires des compositeurs. C'est pas l'éditeur qui va juste prendre des droits, c'est vraiment le partenariat. Et puis enfin, ça c'est pas des moindres, on a un public. Et il suffit de voir le nombre de concerts de musique de film qui se créent et qui sont des grands succès. Avec l'UCMF, j'ai été responsable de la direction artistique avec Pierre-André l'année dernière du concert BO au Grand Rex à Paris, où c'était la première fois. L'UCMF a été la première organisation qui a réussi à rassembler dans le même concert des compositeurs historiques de très grands talents. Jean-Claude Petit, Francis Lay, Jean-Michel, je ne vais pas tous les citer, Éric Serra, Ludovic Bourse, ils étaient quasiment tous là, on a essayé de faire au maximum, et on n'a pas eu vraiment à peiner pour remplir la salle. Voilà. Et des concerts de musique de film, il y en a tout le temps, de très très bonne qualité, et il y a un public. Donc moi je suis assez serein par rapport à l'intérêt du public pour la musique de film. Et toi Jean-Michel? Je suis très optimiste. Je suis obligé de le dire. La musique de film aujourd'hui, c'est devenu finalement la musique classique d'hier, quelque part, puisque c'est la musique qui a les plus larges horizons. Il y a tellement de choses différentes que c'est ça qui est merveilleux, en fait. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre musique qui permet ça. Et ceux qui font la musique de film, justement, c'est ceux qui aiment cette diversité, puisque on passe vraiment d'un score minimaliste jusqu'à un score de 95 musiciens. Et voilà, j'ai confiance et j'espère qu'on va aussi un peu sortir de la standardisation des grosses productions, où aujourd'hui on a aussi le problème d'avoir des dirigeants qui malheureusement sont plus sensibilisés à l'économique, à l'artistique. Quand on voit la qualité des films cette année à Cannes et la diversité, c'est vraiment génial. Le cinéma, c'est formidable, et la musique aussi. Jérôme, tu veux nous dire que tout va mal ? Non, je poursuis sur l'optimisme. Donc moi, comme je vous l'avais dit au début, je suis aussi professeur à la fac, en fait, à l'université de Nantes. C'est ce que je vois aussi, là, c'est pour rebondir sur les questions d'enseignement, c'est que la matière musique de film suscite de plus en plus d'intérêt, en fait, et d'enthousiasme parmi les étudiants. Et il y a maintenant à peu près trois postes de maîtres de conférences qui ont été créés spécialement musique de film dans les universités françaises. Voilà, ce qui est un bon signe aussi. Oui, on parlait tout à l'heure des autres vies de la musique de film. Le ciné-concert, en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait. Mais le ciné-concert en petite formation, ça, c'est des expériences qui sont formidables. Quand tout d'un coup, on redonne vie à des musiques qui étaient un petit peu figées par le numérique, c'est extraordinaire quand les musiques se remettent à vivre comme ça, sous les yeux d'un public. Voilà, et puis finalement, ce qu'on a dit, que ce soit à propos du duo entre réalisateur et compositeur, ou que ce soit travail avec musicien, en fait, on a rendu hommage à la dimension humaine de tout notre travail, quoi. C'est ça qui est formidable, c'est le travail avec musicien, et puis d'un côté, puis le travail avec le réalisateur, le duo très fort qu'on peut former sur plusieurs années. Voilà. Merci. Dominique, je te laisse conclure l'après-midi et remercier qui il faut. Bon, nous savons tous que le cinéma est une œuvre de collaboration, et que le tandem réalisateur-compositeur est aussi fort que le tandem scénariste-réalisateur. Alors, évidemment, il y a des très longues collaborations. Éric Debec parlait tout à l'heure d'une collaboration depuis de 50 ans ou 60 ans. Avec Gérard, nous travaillons ensemble depuis 15 ans maintenant. Donc, il est bien évident que pour les jeunes compositeurs qui passent leur temps à nous draguer, c'est-à-dire que sur ma boîte email, sur la boîte email d'un réalisateur, nous recevons en moyenne 15-20 sollicitations par an, au moins, au minimum. Par an, je crois que c'était par jour. Non, au minimum. Bon, alors,
J'ai très peur. Il est bien évident que, au-delà de la qualité de la musique qui est proposée sur les players, il est bien évident que les rencontres humaines sont importantes pour les fameux coups de canif dont parlait Éric Debègue dans les collaborations au long cours. Et il me vient une idée. Voilà. Une idée qu'a suggérée Anne Zinn en disant... Anne Zinn Justin. Il serait bon qu'ils puissent se rencontrer. Alors, dans le cadre d'un autre syndicat qui s'appelait l'Union Guilde des scénaristes, nous avions pris l'habitude à Cannes avec Laure Legrand qui est là, dans le cadre des journées du scénario, de faire des rencontres entre des réalisateurs et des scénaristes. Cette initiative a été reprise brillamment par la Maison des scénaristes, que vous trouverez sur le pavillon Pantiero, enfin, sur le village Pantiero un peu plus loin, mais nous pourrions imaginer dès l'année prochaine, qu'avec la SRF, avec l'UCMF, avec le SNAC, de pouvoir organiser des rencontres nominatives pour que les réalisateurs et les compositeurs puissent se rencontrer à Cannes. Voilà. Ça, c'est l'observation syndicale que je peux faire à ce débat. Pour conclure, vient donc le temps de la conclusion générale. Avant le cocktail. Parce qu'on a tous très froid. Voilà, ça sent le fromage. Ça, le Roquefort. Le syndicat national des auteurs et des compositeurs et l'Union des compositeurs de musique de film vous remercie bien entendu d'être venus nombreux à cette table ronde importante. J'en profite pour remercier Antoine Cupial qui s'occupe de la communication du SNAC et qui a live tweeté en direct tous nos débats. Je remercie également les étudiants du CADAS de Toulon, du Centre audiovisuel de Toulon, d'avoir filmé intégralement cette table ronde à 3 caméras. J'en profite évidemment pour remercier le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur qui nous a hébergés pendant toute la durée du festival et qui a accueilli nos tables rondes, et la société Mélusine, qui est une plateforme de repérage en ligne pour le cinéma, qui nous offre le cocktail auquel je vous convie, voilà, sans oublier les autoroutes APRR qui se sont joints à eux, voilà, pour nous ouvrir la voie vers le Festival de Cannes. Voilà, bonne soirée à tous. Alors j'ai un petit mot encore à dire, je voudrais remercier donc personnellement les panélistes qui m'ont fait l'amitié de venir participer à ce débat que j'ai trouvé assez riche, et j'espère qu'on va sûrement se recroiser dans d'autres circonstances. Et donc on va dire longue vie à la musique de film et à la musique à l'image en général. Merci à vous tous, merci.